Est-ce que tu te réveilles chaque matin en te sentant déjà épuisé? Est-ce que tu as l'impression de te traîner toute la journée malgré tes 8 heures de sommeil? Pendant des années, j'étais fatigué à longueur de journée. J'avais du mal à me motiver à me mettre au boulot, j'avais la flemme et je n'arrivais pas à rester concentré. Et si je te disais qu'il existait une solution simple pour retrouver ton énergie? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les 3 grands piliers de l'énergie pour être chargé à bloc chaque matin. Cette vidéo peut s'écouter comme un podcast, un peu comme une belle discussion avec un ami autour d'un bon café. Tu peux alors te préparer quelque chose à boire, un café, un thé, ce que tu veux, et t'asseoir confortablement pour m'écouter, ou alors vaguer à tes occupations, faire un peu de ménage, de rangement, de vaisselle, ça ne me dérange absolument pas. Et on commence tout de suite par le premier pilier de l'énergie, le sommeil. Alors oui, peut-être que tu t'attendais à quelque chose vraiment d'incroyable sur comment retrouver ton énergie, mais on va commencer par les bases et ici on va parler des piliers fondamentaux qui vont vraiment agir sur ton énergie quotidienne. Alors bien évidemment, le manque d'énergie va avoir plusieurs causes, plusieurs facteurs, mais on va parler de ces 3 piliers qui vont te permettre, en tout cas, si tu commences par ça, d'avoir au moins les bonnes bases et ensuite pouvoir avancer sur d'autres facteurs qui peuvent être plus précis et plus au cas par cas et particulier par rapport à ta situation. Le sommeil, en tout cas, c'est vraiment la base de tout. Il joue un rôle crucial sur notre santé, notre récupération et notre énergie. Alors, mis à part de rares exceptions de personnes qui ne peuvent dormir que 4-5 heures par nuit et être en pleine forme, ce qui sont, je rappelle, des exceptions génétiques, un adulte moyen doit avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Moi, je suis plutôt autour de 7 heures, 7 heures et demie. Sinon, je me rends vraiment compte que je manque de sommeil. Donc, il faut que tu maximises et que tu vois ça comme vraiment un moment important de ta journée. Et je parle bien ici de 7 heures à 8 heures en dormant. C'est pas je me couche à 23 heures et si je me réveille à 7 heures, c'est bon. Non, parce que tu te couches à 23 heures, le temps que tu finisses par t'endormir, il est 23h30 minuit. Donc, en fait, finalement, tu as dormi, allez, 7 heures, voire même peut-être moins. Donc, il faut vraiment que ce soit 7 à 8 heures en train de dormir. Donc, il faut se coucher avant tout ça. Il faut compter plutôt 9 heures à peu près pour ta nuit, pour le moment où tu vas te coucher et avoir vraiment tes 7 à 8 heures de sommeil. Et le plus important des sommeils, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, je te donnerai des sources si tu veux aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Il faut en fait maximiser le sommeil profond, qui est celui où on récupère un maximum. Il y a le sommeil léger, qui est la première phase un petit peu, le sommeil profond où on récupère, et le sommeil paradoxal où on finit par rêver, etc. Même si, je rentre encore une fois, pas dans les détails, mais en gardant un maximum de temps pour ton sommeil, tu vas pouvoir avoir assez de sommeil profond pour bien récupérer chaque nuit. Il faut vraiment pas voir le sommeil comme un interrupteur juste on-off et bon voilà, on doit dormir parce qu'il faut dormir. Le sommeil, c'est une routine de repos pour ton corps, ton esprit, ton cerveau. C'est vraiment super important, tout comme tu as besoin d'une bonne routine matinale pour te réveiller ou d'une bonne routine du soir pour t'endormir. La routine du sommeil, c'est une routine de repos pour ton corps et ton esprit. Alors comment on fait pour améliorer son sommeil? Petit à petit, aller chercher un petit peu un meilleur sommeil, plus réparateur. Eh bien, il y a plusieurs conseils à suivre, mais avant de t'énoncer ces petits conseils, petit disclaimer, si tu as un trouble du sommeil qui est diagnostiqué, comme de l'insomnie, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider avec ces conseils-là, mais sinon, ça peut beaucoup t'aider à améliorer ton sommeil chaque nuit. On commence par le plus basique, mais c'est la régularité. C'est important d'habituer en fait ton corps et ton esprit à s'endormir et à se lever à de certaines heures, en fait à un certain horaire chaque nuit, chaque jour. C'est la raison pour laquelle on conseille de ne pas trop avoir des changements d'horaire trop importants entre les jours de semaine et le week-end si tu as des jours de repos le week-end par exemple, ou les jours normaux on va dire de travail, etc., de routine, de cours, et les jours de vacances où là on va avoir un rythme qui est particulier. C'est sûr qu'on a parfois envie de profiter de notre temps lorsqu'on est en jour de repos, en week-end ou en vacances, mais c'est important d'avoir une régularité parce que ça va aider ton corps à lancer le mécanisme du sommeil, de sécréter les bonnes hormones, mélatonine, etc. pour réussir à t'endormir facilement. S'il est habitué à le faire à une certaine heure, ce sera plus simple pour toi de t'endormir chaque soir. Donc, essaye de garder une régularité. Par exemple, tous les soirs, tu vas te coucher à 22 heures pour t'endormir à 23 heures et tous les matins, tu vas essayer de te réveiller à 7 heures ou à 8 heures par exemple pour vraiment réussir à garder ce rythme chaque jour et si possible le garder aussi le week-end, même si je sais que c'est difficile parce qu'on a envie de sortir, on a envie de profiter un petit peu. Au maximum, essaye de garder plus ou moins ce rythme-là, 1 à 2 heures près pour maximiser tout ça. Ça n'empêche pas de pouvoir sortir, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête si tu veux vraiment retrouver ton énergie. Vraiment, ça fait des mois et des mois que tu as l'impression d'être fatigué.
c'est la première chose à faire. Ce rythme-là, qui est en fait le rythme circadien, donc le rythme à laquelle ton corps va vouloir s'endormir naturellement et se réveiller naturellement, il est lié à ton chronotype. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur les chronotypes, il y a des lève-tôt, des couches-tard, etc. Alors moi, j'aime pas trop mettre les gens dans des boîtes, dans des catégories, avoir une étiquette sur le front, mais c'est vrai que ça peut t'aider à un peu mieux appréhender la manière dont tu dois t'organiser, de la manière dont tu dois dormir, à quelles horaires il faut plutôt que tu te lèves, à quelles horaires il faut plutôt que tu te couches par rapport à ton chronotype. Et pour ça, je t'ai préparé un petit questionnaire tout simple. Pas besoin de mettre ton email d'ailleurs pour avoir ton résultat, pour tester, un petit peu savoir quel chronotype tu es et un peu mieux pouvoir juger et te dire, ok, si moi je suis plutôt du matin, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt pour me réveiller un peu plus tôt et être plus productif le matin parce que c'est les heures où je suis le plus énergique, où je suis le plus motivé pour bosser, pour avancer mes projets. Bien évidemment, ça peut changer entre les personnes, ça peut même changer entre les phases de l'année. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup plus de mal à me lever tôt l'hiver que l'été. Ce sont des exemples, bien entendu. Je te laisserai aller faire le questionnaire pour tester un petit peu tout ça. Peut-être conforter une idée que tu avais déjà de toi-même, c'est souvent ce qui arrive. Ou alors peut-être révéler quelque chose, te dire, ah en fait, je suis plutôt d'après-midi ou le soir même, alors que je pensais que j'étais du matin. Ça peut arriver parfois, donc n'hésite pas à faire le test, il est en description. Quand on parle de sommeil, on parle inévitablement de ça, du café. Donc j'espère que si tu t'es fait un café pour m'écouter, il est très bon. Moi, il est excellent. Et donc, qu'en est-il du café par rapport au sommeil? Alors il faut savoir que le café, ça dépend des cafés, mais on peut tabler sur une demi-vie d'à peu près 4 heures, ce qui peut aller jusqu'à 8 heures pour certains cafés. Alors la demi-vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout de 4 heures, il te restera la moitié de la quantité de café dans le sang. Donc si tu as pris un café à 16 heures, donc dans l'après-midi par exemple, ce qui peut arriver assez souvent, tu auras à 20 heures encore la moitié de la caféine dans le sang. Et à minuit, encore un quart. Donc à minuit, tu auras encore du café dans le sang. Ce qui va agir sur la sécrétion de mélatonine, le mécanisme de sommeil, etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est assez technique, même si c'est pas si compliqué que ça. Mais l'idée, c'est de garder un petit peu une règle, un adage, qui est après midi 14h, éviter de prendre un café. Par exemple, moi, en règle générale, je prends un café le matin. Voilà, après ma routine du matin, pas tout de suite au réveil, mais un petit peu après, pour laisser mon mécanisme de réveil plutôt que de sommeil faire son œuvre. Et ensuite, je me limite à un café l'après-midi, un seul, plutôt en début d'après-midi, après le repas, pour relancer un petit peu la machine. Mais j'essaie au maximum d'éviter un café dans l'après-midi, ou voire pire, un café à 20h, 22h, etc. Tu peux être sûr que si tu prends un café, même un petit café à 22h, tu auras du mal à t'endormir. Ou alors, si tu arrives à t'endormir par la fatigue, en tout cas, le café va agir sur les mécanismes de sommeil et tu vas peut-être avoir un sommeil qui sera plus léger, moins profond et donc moins réparateur. De même, en parlant de boissons, il y a aussi tout ce qui est boisson énergisante, mais surtout une boisson en particulier que on retrouve souvent le soir, l'alcool. Et oui, éviter l'alcool le soir, c'est quand même une bonne chose parce que l'alcool va aussi, encore une fois, troubler en fait tout le mécanisme du sommeil et ça va pas aider à dormir. Même si c'est un petit peu d'alcool, bien sûr, si tu te prends vraiment une grosse cuite, c'est sûr que tu vas dormir, mais tu vas pas bien dormir. Et le lendemain, voilà, on connaît tout ce que c'est. Tu as l'impression de ne pas avoir dormi, tu es fatigué, etc. Éviter l'alcool au maximum le soir, ça t'aidera en fait à mieux dormir. Je sais que c'est quelque chose d'assez logique pour beaucoup de personnes, ils le savent très bien, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est tout de même à garder en tête. Le café, les boissons énergisantes, l'alcool, c'est plutôt à éviter. Maintenant, parlons de quelque chose qui est assez intéressant. C'est pour améliorer ton sommeil, il te suffit aussi d'améliorer ton environnement de sommeil. On sait que l'environnement a un impact énorme sur toutes nos habitudes et bien sûr sur notre sommeil. Donc pour ça, tu peux suivre une règle que j'aime bien, qui est assez simple, qui permet de garder les choses en tête, c'est la règle TSL. L'idée, c'est assez simple. T, c'est pour température. Il faut garder des températures assez fraîches, entre 15 et 19 degrés, pour dormir tranquillement. Donc voilà, tu as quelque chose d'assez frais. C'est pour ça qu'en été, on dort moins bien. Si tu n'as pas de climatisation ou de ventilateur ou ce genre de choses pour te rafraîchir, tu dormiras moins bien s'il fait trop chaud, mais aussi s'il fait trop froid, même si bien sûr, tu peux mettre de grosses couettes pour te réchauffer. Ensuite, le S, c'est pour le son. L'idée, c'est d'avoir un environnement qui est assez calme. Pas forcément d'avoir zéro bruit. Je sais que ça peut être difficile d'avoir un environnement qui est vraiment silencieux à 100%. J'habite en ville, à côté d'une grande avenue. Je sais ce que c'est que les voitures, les ambulances, les pompiers, ce genre de choses. Ça arrive en pleine nuit, ça peut nous réveiller. C'est difficile, on ne peut pas tout contrôler. Mais en tout cas, essayer de fermer un maximum les portes, peut-être les volets, rajouter des rideaux, ce genre de choses qui peuvent aider à se limiter du bruit extérieur. Mais aussi, si tu t'endors avec une télé ou ce genre de choses ou une série, ça va agir. Même si tu dors devant, le bruit va en fait stimuler ton cerveau et
t'empêcher de vraiment arriver dans un sommeil profond. Donc vraiment, essaie de limiter un maximum tout ce qui est pollution sonore tout simplement pour avoir un environnement le plus calme et silencieux possible. Ensuite, le L, c'est pour la lumière. L'idée, c'est d'avoir bien un environnement qui est assez sombre pour mieux dormir. Tu n'es pas obligé de dormir dans le noir complet, même si certaines personnes ne dorment que si c'est le noir complet. J'ai des amis, c'est un peu ça. Moi, je sais que je suis un peu plus, on va dire, indulgent à ce niveau-là. Donc, moi, c'est un environnement qui est assez sombre, mais l'idée est assez simple. Quelque chose d'assez sombre, pas trop de lumière. Et d'ailleurs, lorsque tu vas t'endormir, avant de te coucher, si tu lis un petit peu une routine du soir, je t'invite à tamiser la lumière de ta pièce pour t'aider à lancer un petit peu le mécanisme du sommeil et indiquer à ton cerveau que tu vas bientôt dormir. Enfin, parlons de quelque chose qui a un impact aussi énorme sur notre sommeil, notre téléphone. Et oui, il faut essayer d'éviter un maximum le téléphone et les écrans le soir. Déjà, pour l'impact de la lumière bleue qui indique à ton cerveau qu'il fait encore jour et va bloquer le mécanisme du sommeil et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, même si tu as des filtres de lumière jaune, donc pour couper la lumière bleue, voilà, ça aide un petit peu, mais c'est pas le mieux. La meilleure chose à faire, c'est simplement de ne pas avoir ton téléphone 1 heure, voire 2 heures avant de t'endormir. Si tu peux, et si tu dois utiliser ton téléphone, je t'invite à le mettre à un endroit de ta pièce dans ta chambre où tu dois être debout pour l'utiliser, pour ne pas t'habituer à être allongé avec ton téléphone, mais plutôt te dire, ok, si j'ai besoin d'un appel ou de me réveiller, vraiment, mon téléphone, il est sur la commode et donc je dois me lever et être réveillé pour l'utiliser, mais ne pas associer somnolence, endormissement et téléphone, sinon tu risques d'avoir de mauvaises associations et finir par ne t'endormir que si tu as ton téléphone, alors que c'est plutôt la chose qu'il faut éviter. De même, si dès le matin tu as l'habitude de prendre ton téléphone dans les 5 premières minutes pour regarder les news, l'actualité, les réseaux sociaux et quelque chose qui va créer du stress, il faut se dire que ton cerveau va associer le réveil et le fait d'avoir cette habitude de te réveiller avec du stress avec du danger, et pendant ton sommeil, ton cerveau va donc essayer d'avoir un sommeil plus léger au cas où il y a un problème, au cas où il y a un danger, et donc sommeil plus léger, c'est moins de sommeil profond, c'est moins de récupération, donc supprime cette habitude de prendre ton téléphone dès le réveil, tu n'es pas obligé de le faire du jour au lendemain, tu peux faire au début pas plus de 5 minutes avant le réveil, puis après 10 minutes, 15 minutes, après ta douche du matin, après 1 heure, etc. Et ça va t'aider à avoir un sommeil plus profond, en tout cas moins léger, parce que ton cerveau ne sera pas en permanence en alerte par rapport à un potentiel danger qui est en fait simplement ton téléphone, les news, etc. On arrive à la fin de ce pilier sur le sommeil. C'était clairement le pilier le plus important et le premier sur lequel je t'invite à travailler si tu es fatigué. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller lire le livre de Matthew Walker qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Simplement un livre vraiment référence maintenant qui parle du sommeil et encore du sommeil, mais c'est passionnant. Il y a tellement de choses autour du sommeil, de tout ce qu'on peut apprendre par rapport à ça. Là, je t'ai donné des petits conseils rapides, mais l'auteur prend le temps vraiment de rentrer en détail sur chaque aspect. Par exemple, il y a vraiment un chapitre complet sur la caféine, sur comment ça fonctionne, sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le prendre à telle heure, sur comment est-ce que ça peut vraiment t'aider ou pas t'aider. Voilà, c'est super intéressant. Je t'invite à aller voir tout ça. Si tu as peur d'avoir un gros bouquin sur le sommeil qui va t'endormir, d'ailleurs, l'auteur en rigole et trouve ça assez bien que tu t'endormes en lisant son livre, mais tu peux aussi faire comme moi et l'audio-lire. Moi, c'est ce que je fais avec Audible. Donc voilà, tu pourras aussi trouver tous les liens en description pour aller voir ce bon bouquin qui est vraiment une référence et qui va te faire apprendre beaucoup de choses sur le sommeil et sur tout ce qui peut te cacher. On passe maintenant au second pilier de l'énergie, l'alimentation. C'est simple, la nourriture, c'est le carburant du corps et l'esprit. Si ton régime, c'est du grand n'importe quoi. Si tu fais rentrer n'importe quoi, n'importe quel aliment dans tous les sens dans ton corps, ça va pas t'aider. Tu vas avoir une perte d'énergie et peut-être même des problèmes de santé. La nourriture, c'est vraiment un pilier fondamental. Alors, on entend de tout sur ce sujet-là. Il y a plein de régimes différents. Chacun va parler de son régime à lui, paléo, je sais pas quoi, etc. On va pas parler de tout ça ici. On va essayer de revenir juste aux bases et avoir des piliers, un petit peu des conseils fondamentaux pour se dire, ok, si je suis un petit peu ce guide-là, ces grands commandements, normalement, je devrais plutôt faire bien les choses. Encore une fois, on réfléchit à une priorisation de tout ça. On ne peut pas toujours trop réfléchir. Donc, faisons en sorte de suivre des choses simples, mais qui fonctionnent bien. La première chose, c'est de privilégier un maximum les aliments non transformés et d'origine naturelle. Les fruits, les légumes, tout ça, fait un peu le marché. Ce genre de choses, ça va t'aider à améliorer ton alimentation. C'est sûr que s'il y a un peu plus de verre dans l'assiette, ça ira mieux que si c'est toujours transformé et du coup, par la même occasion, éviter un maximum les aliments ultra transformés où on n'arrive plus trop à savoir ce qu'il y a dedans. Moi, ce que j'ai un petit peu en tête, c'est que plus tu cuisines, plus c'est facile de savoir ce que tu mets dans ton assiette. Parce que tu sais ce que tu cuisines, tu sais quels aliments tu mets, tu sais quelles choses tu rajoutes, etc. Et donc tu sais ce que tu vas avoir dans l'assiette à la fin. Et plus tu choisis quelque chose qui est déjà tout prêt, déjà transformé, moins tu as le contrôle sur
ce que tu manges exactement. Un adage que tu peux essayer de suivre, c'est ne pas acheter un produit que ton arrière-grand-mère ne pourrait pas reconnaître. Voilà, si ça n'existait pas il y a des années et des années, peut-être vaut mieux un petit peu éviter, même si bien sûr, c'est pas un conseil qui est général, il peut y avoir quelques exceptions, mais dans l'idée, moins c'est transformé, mieux c'est. L'idée, c'est pas non plus de fuir absolument tout ce qui a des informations ou des ingrédients que tu ne connais pas. En fait, il y a des ingrédients, ils ont des noms scientifiques qui font un petit peu peur, alors que c'est d'origine naturelle. Pour ça, tu peux aller voir des vidéos de nutritionnistes qui sont super intéressantes sur ce sujet-là. Mais il y a un conseil qu'on entend souvent, c'est si tu comprends pas ce qui est écrit derrière, c'est forcément pas bien ou chimique ou bizarre. Pas forcément. Je pense que c'est quand même un bon conseil à suivre. Plus il y a de choses écrites bizarres, plus vaut mieux garder un petit peu de ça de côté. Mais soyons un peu plus au-dessus de ça, un peu plus nuancés, réfléchissons un petit peu et voilà. S'intéresser aussi aux choses, c'est mieux les comprendre et pouvoir mieux et bien ensuite s'alimenter. L'idée générale, c'est de varier un maximum tout ce que tu manges. Donc, par exemple, si on prend les protéines, tu peux avoir le poisson, les œufs, la viande, des protéines végétales, etc. On a un spectre d'alimentation qui est assez varié, donc autant s'amuser et ne pas hésiter à aller chercher un petit peu partout pour avoir une alimentation la plus variée possible. Enfin, l'alimentation, c'est aussi ce qu'on boit, donc c'est important de bien s'hydrater, de bien boire, essayer d'éviter au maximum les boissons qui sont trop sucrées, alcoolisé, ce genre de choses, c'est moins bon pour notre santé. Mais je sais qu'avec tout ça, tu te dis, ouh là là, mais j'ai plus le droit au gâteau, j'ai plus le droit au coca, j'ai plus le droit à rien. C'est un peu chiant quand même. Et je le comprends, c'est pas facile. Et c'est pour ça que tu peux garder une philosophie que j'ai dans tout ce que je fais au quotidien. L'idée, c'est de faire de notre mieux, pas faire parfaitement. Donc je t'invite à suivre un peu une règle 80-20. 80% du temps, tu essayes de manger sainement, le mieux possible, le plus varié possible. Et tu te laisses voilà, quelques petites on va dire, exceptions pour bien manger. Donc tu peux accepter un bon gâteau à un anniversaire, tu peux accepter d'aller boire un coup avec des amis une fois dans la semaine, ce genre de choses. Tu peux le faire parce que eh bien, c'est important de varier et de ne pas non plus se limiter. Si tu fais 80% du temps une cuisine qui est variée, qui est saine, voilà, tu fais déjà bien mieux que la plupart des gens autour de toi sans forcément te limiter, te priver sur de choses et avec du coup, je trouve, un état d'esprit qui est bien meilleur et qui fait plaisir. Et on passe maintenant au dernier pilier, le troisième, l'activité physique. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal de te dire, oui mais si j'ai pas d'énergie, je vais pas faire de sport, ça va me fatiguer. Mais en fait, le sport va renforcer ton corps, ton esprit et t'aider les prochaines fois à avoir plus d'énergie. C'est important de bouger régulièrement, d'avoir une activité physique. Pas forcément du sport intensif, mais en tout cas une activité assez physique. On est passé d'une société où on marchait beaucoup, on faisait du sport, un peu d'activité manuelle, à quelque chose de beaucoup plus sédentaire. La plupart des gens aujourd'hui travaillent sur l'ordinateur toute la journée, assis sur notre fauteuil. J'en fais partie, bien sûr. Donc, c'est important de bouger un petit peu. Par exemple, investir peut-être, si tu travailles chez toi, par exemple, dans un bureau assis debout pour te lever, marcher un petit peu plus dans la journée. Mais l'idée, c'est d'avoir une activité physique régulièrement et ça peut commencer par pas grand-chose. J'entends déjà venir certains. Robin, je suis désolé, je sais que le sport c'est important, je sais que avoir une activité physique c'est important, sauf que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi j'ai mes cours, j'ai mon boulot, j'ai peut-être des enfants, un job étudiant, ce genre de choses. C'est difficile à gérer tout ça et je le comprends parfaitement. Mais déjà, il y a un truc qui est déjà à prendre en compte, même si c'est qu'une partie de la réponse et l'autre va plutôt te plaire, mais la première réponse qui peut-être va te faire un peu de mal à entendre, mais c'est important de prioriser ton temps, donc de choisir des moments dans ta semaine où tu vas faire du sport. Parce que ça va te faire du bien au corps, à l'esprit. Même si je sais que tu as envie de faire 30 minutes sur ton téléphone à scroller. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des moments dans la semaine, peut-être pas tous les jours, mais un ou deux moments dans la semaine où tu vas plutôt faire un peu de sport, aller courir, aller faire une promenade, prendre 30 minutes de temps, le prioriser pour toi, pour ton corps, pour ton esprit, plutôt que scroller et te dire tu te reposes, mais en fait, finalement, tu te sens moins bien que si tu étais allé courir. Voilà, ça c'est la première bout de réponse. Le second morceau de réponse, qui je pense va un peu plus te plaire, est assez simple. Tu peux faire des petites choses, des petites habitudes qui, mises bout à bout, tous les jours, chaque semaine, vont avoir un impact sur ton activité physique. J'en ai déjà parlé, mais avoir un bureau assis debout pour travailler un peu debout, marcher, réfléchir debout, c'est déjà une petite chose que tu peux faire tous les jours. Tu peux choisir de marcher un petit peu tous les jours. Par exemple, moi ce que je conseille, c'est si tu rentres en bus, en métro ou en tram tous les jours, pourquoi pas t'arrêter, si tu peux, un arrêt plus tôt, deux arrêts plus tôt, et finir en marchant. 5-10 minutes de marche, ça peut toujours être quelque chose qui t'aide. Aller en cours ou au boulot en vélo, c'est ce que je faisais moi. Tous les jours, j'allais en cours en vélo. Même s'il pleuvait, même s'il y avait du vent, même s'il faisait froid, je préférais prendre le vélo parce que ça me faisait du sport, ça me permettait de faire une activité physique, même si c'était pas énorme, c'était 15-20 minutes tous les jours. Aller-retour, ça fait 40 minutes. Je faisais parfois un ou deux allers-retours dans la journée. Ça me faisait quelques kilomètres de vélo par jour. C'est toujours ça. Ça peut être aussi prendre des escaliers au lieu d'ascenseur.
Je sais que c'est facile pour moi, vous allez dire, oui, mais Robin, t'es tout fin, t'es tout léger. C'est vrai que c'est plus simple pour moi de prendre l'escalier que l'ascenseur. J'ai des amis qui, voilà, pourraient me soulever clairement, c'est sûr. Mais eux aussi, ils se disent, ouais, t'as raison, je vais essayer de prendre un peu l'escalier au lieu de l'ascenseur, même si c'est que pour un étage, même si c'est que pour 2, pour 3 ou pour tous ceux qui doivent faire. C'est difficile, mais c'est un truc que tu peux faire et te dire, ok, franchement, tous les jours, si je le fais, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose d'un peu plus important. Donc réfléchis par rapport à tes aptitudes, ta morphologie, ce que tu peux faire aussi, parce qu'on peut avoir aussi des handicaps, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais essayer de faire pour améliorer un petit peu ton activité physique tous les jours, ou en tout cas des petites habitudes comme ça que mises bout à bout font un vrai impact. Ensuite, le mieux bien sûr, c'est faire du sport, vraiment du sport, aller courir, faire de la musculation, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le sport muscu et course, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que natation, ce genre de trucs très physiques. Il y a aussi des sports co. Des sports collectifs, tu peux aller faire du foot, du basket, ce que tu veux, du padel. En ce moment, j'ai découvert le padel, c'est absolument génial. Bah, c'est du sport aussi. C'est peut-être très ludique, c'est peut-être très cool et c'est peut-être un bon moment passé. Mais qui a dit que le sport c'était forcément un mauvais moment à passer? Ça peut être un moment cool, que tu as envie d'y aller, tu as envie de kiffer, c'est le moment où tu te défoules. Donc trouve-toi un pote, des amis, une asso, tout ça pour aller voilà, te faire kiffer, aller courir, aller faire de la natation, aller faire eh bien, du tennis, aller faire tout ce que tu veux, un sport qui te fait vraiment kiffer, aller faire du basket, un sport co pour vraiment rendre des choses ludiques. J'ai des potes, ils adorent la muscu. J'ai des potes, ils détestent la muscu. Parce qu'il y en a qui aiment bien voilà, le fait d'avoir du progrès, de voir leurs améliorations, leurs mesures, etc., prendre du poids, de la masse, et d'autres qui détestent la musculation parce que c'est chiant, parce qu'on se fait chier, et eux, ils préfèrent le côté ludique. Eh bien, les gens qui préfèrent le côté ludique, il y a plein de sports pour ça, et eux, ils kiffent. Ils vont faire du sport avec des potes, avec vraiment une ambiance, et ils y vont. Et c'est une activité physique qui, tu sors, tu fais, ah, franchement, j'ai bien transpiré, je me suis bien dépensé, je me suis bien défoulé, je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche, et ça va être cool, quoi. Donc voilà, trouve-toi un truc qui te fait kiffer, un sport qui te fait kiffer. C'est comme la lecture. On dit souvent, pour réussir à lire, commence par lire ce que tu aimes et tu finiras par aimer lire. Bah, c'est pareil pour le sport. Commence par faire un sport que tu aimes et tu aimeras faire du sport. Donc, choisis un truc qui te fait kiffer et bouge ton corps tous les jours si possible. Tu verras, ça t'aidera à avoir plus d'énergie. J'espère que ces 3 piliers vont t'aider à avoir une énergie maximale tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo, mes petits conseils, ma manière d'expliquer les choses, tu vas adorer mon livre, j'y mets dans 5 minutes. Dans ce livre, j'ai compacté vraiment ma méthode et tous les conseils que j'ai trouvés au sujet de l'organisation, de la motivation, des habitudes, de l'énergie, pour créer vraiment un bouquin, méthode de A à Z, pour t'organiser et organiser ton quotidien. Si tu veux commander ton exemplaire, tu auras tous les liens en description. Apprendre à gérer son énergie, c'est vraiment une étape cruciale pour réussir à passer à l'action tous les jours, et j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras toutes les clés pour y parvenir. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode. C'était Robin, salut!